19h30 à Cotonou, ce premier jour du mois d'octobre de l'année 2022. Bienvenue si vous nous rejoignez, voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce journal, la montée des eaux depuis quelques semaines au Bénin, avec la crue de plusieurs départements du pays, un phénomène dû à une pluviométrie intense dans la partie septentrionale du pays. Soava et d'autres communes n'échappent pas à la furie des eaux. Vous verrez vous-même des images un peu choquantes dans cette édition. À suivre également dans le département du Mono, les autorités qui sont loin d'être indifférentes au phénomène des inondations observées actuellement dans une bonne partie du territoire national, je vous le disais. Eh bien, le sujet a été au centre des échanges lors de la réunion ordinaire de la conférence extraordinaire administrative au niveau départemental. Et en sport, on parlera donc du sport, du football, les stades du Bénin qui vibrent depuis quelques jours au rythme des tournois inter-arrondissements. Initiative du gouvernement portée par le ministre en charge des sports dans le département du Koufo. Le coup d'envoi a été lancé au stade Omnisport de Diakotomé. Dans cette édition, vous verrez comment les deux équipes qui ont fait l'ouverture ont croisé les godasses. Ce sont là les principales articulations de ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais, la montée des eaux dans des cours d'eau au Bénin et qui provoque depuis quelques semaines la crue dans des départements du pays. Un phénomène dû à une pluviométrie très intense dans la partie septentrionale du pays. La commune de Soava, déjà lacustre du Bénin, n'échappe pas à la furie des eaux qui gagnent le terrain et parfois engloussant tout sur son passage. On va voir tout ce phénomène avec ce reportage signé à Siongbon Kanyi à Siongbon. Dans la commune de Soava, seule la mairie résiste encore à l'invasion du lac Nokoué. Surplombant la terre ferme, elle est pour l'instant épargnée après seulement 12 jours de crue. Par contre, maisons, centres de santé, embarcadères, tout est sous l'eau qui cause des dégâts considérables à la population. Nous sommes habitués à la crue. Celle de cette année a pris d'ampleur. Un phénomène qui arrive tous les ans. Mais il y en a qui surviennent tous les 15 ou 20 ans. L'actuel était survenu il y a exactement 12 ans. 12 ans et des 12 ans, pour cette année, c'est des périodes rares pendant la crue qui perturbent beaucoup la population de Soava. Donc nous sommes en train de vivre des difficiles moments. Un tel phénomène est survenu il y a 12 ans, explique la population qui ne souhaite pas parler. Les autorités craignent le pire car le niveau de l'eau peut encore monter davantage. Déjà, l'alerte rouge est donnée avec cet indicateur de niveau et aucun décès n'est signalé comme les rumeurs l'annonçaient. Nous ne déplorons aucun décès depuis le mois de juin où ça a commencé. Les eaux sont montées en l'espace de 10 jours et ça reste en furie jusqu'au mois d'octobre. Dans toutes les localités de la commune, les écoles sont au ralenti 2 semaines seulement après la rentrée. Apprenants et enseignants s'inquiètent. Il n'y a aucune école qui ne soit inondée, toutes. Ce qui fait que les difficultés se sont accrues. Accéder aux écoles actuellement, c'est vraiment un calvaire pour les enseignants, également pour les apprenants, même s'ils sont du milieu. Ce qui fait que les parents ont peur de laisser leurs enfants, surtout les petits-enfants, aller à l'école. Donc actuellement, les classes de CI, CP, c'est pratiquement vide. La situation n'est pas négligée par les autorités communales. À l'arrivée de notre équipe de reportage, le conseil communal était déjà en séance depuis 7 heures du matin. Et dans l'après-midi,
Une réunion de crise a été convoquée et à laquelle des partenaires sociaux ont pris part. Nous donnons des recommandations sur le terrain. Et suite à cela, nous avons convoqué aujourd'hui même, ce vendredi 30 septembre, nous avons convoqué une réunion d'urgence qui a regroupé tous les partenaires sociaux qui sont sur la plateforme. Dans la ville de Cotonou, les quartiers longeant la berge fluviale n'en sont pas épargnés. C'est le cas de Ménotin où les habitants vivent le calvaire. Personne ne vient nous expliquer quoi que ce soit afin de nous permettre les démarches à mener. Nous sommes prêts à payer quelque chose pour être bien logés. Lorsqu'il y a la petite crue, l'eau vient jusque dans la cour, mais la grande a envahi les chambres. Comme Ménotin, d'autres parties de Cotonou sont exposées au phénomène de la crue. Et pour la plupart du temps, les habitants sont contraints d'aller chercher d'autres abris ailleurs en attendant la décrue. Un autre calvaire dans ce 19h30, les usagers de la voie Tiémé-Adiara se déplacent avec angoisse. Cette voie en latérite longue de plusieurs dizaines de kilomètres est dans un état de dégradation très avancé. La situation devient surtout très préoccupante en période de pluie où les localités longeant cette voie sont coupées du reste du monde. L'équipe de notre antenne régionale Monokoufo a fait une descente sur les lieux après les dernières pluies. Voici le constat de la rédaction sciée Narcisse Alossé et Florent Dou. Voici les résultats du dernier déluge qui s'est abattu sur le sud de Bénin. Nous sommes sur la voie Tiémé-Adiara dans le département du Mono. Selon les témoignages recueillis auprès des riverains, cette voie qui relie deux grandes communes du Bénin, Atiémé et Grand Popo, est plongée dans cet état chaque fois que Dame Nature fait parler son humeur. Et ces dernières années, quand il pleut, même à pied, tu ne peux pas traverser la voie. Et c'est une voie qui avait de gravier. Mais c'est par le temps, l'usage du temps, que les graviers, les niveleuses qui viennent arranger les voies, renvoient les graviers dans la brousse. Et vous allez constater maintenant que c'est une voie qui n'a même pas de gravier. C'est une voie qui est devenue une voie argileuse. Du coup, circuler devient un véritable casse-tête. Aucun moyen de locomotion n'est recommandé. Si tout véhicule à 4 roues est déconseillé, les 2 roues s'exposent aux chutes et notre équipe de reportage en a été témoin. Celui qui vit la mésaventure ici est un enseignant qui se rendait en cours. Je vais au cours, mais compte tenu de l'état de la voie, j'ai dû laisser ma moto pour prendre un ZIM. Malheureusement, voilà, à quelques mètres encore, je viens de faire une chute comme vous le constatez. Tout comme lui, nombre d'usagers des établissements scolaires implantés ici vivent les affres des changements climatiques. Tu quittes la maison à 6 heures, par exemple sur la voie, il a plu, tu tombes, le kaki est mouillé avec de la boue, tu vas te retenir à la maison encore. Il y a plusieurs difficultés, il y a de l'eau sur la voie, nous n'avons pas supporté l'eau, on ne sait pas par où passer pour venir à l'école. C'est vraiment difficile, c'est un calvaire de se rendre dans ce sujet-là en période de pluie et surtout lors de l'inondation. On était plus nombreux que ça, mais cette année, ils sont tous partis. Certains ont abandonné, d'autres ont fait transfert pour aller ailleurs. On risque de faire une année blanche à cause de la voie, là, si ça continue comme ça. Certains, visiblement plus avertis ou prévoyants, prennent sur eux des mesures de substitution d'habits et passent à l'acte à l'abri en cas de désagrément. Soucieux des fruits de leur rendement en fin d'année, les apprenants, eux, se disent pénalisés. À cause de l'état de notre voie, nous sommes en retard déjà dans le programme, alors qu'à la fin de l'année, nous allons composer les mêmes épreuves, surtout à l'examen, nous allons composer les mêmes épreuves. Les autres qui sont ailleurs sont déjà en avance sur nous. La préoccupation majeure ici, ce sont des cas d'urgence en cas de maladie, avec un état de dégradation aussi avancé de la seule voie qui relie leur localité au reste du monde.
usagers et riverains craignent pour leur vie. Ni l'ambulance ne peut chercher la femme en travail d'accouchement pour l'hôpital de zone lorsqu'il y a urgence. Surtout les femmes enceintes qui seront vraiment dans un état vraiment compliqué et nous les référons. On ne sait même pas comment il faut faire pour qu'ils puissent aller à la destination, aller à l'hôpital de zone pour mieux prise en charge. Les enfants de moins de 5 ans, nous sommes tous en difficulté, on ne sait pas. Des vies humaines exposées donc au danger ici à Grand Popo et à Thiémé, faute de voies de communication. Pour des communes considérées aussi comme des greniers agricoles, des produits issus des champs sont en souffrance. Les tomates, les produits des champs restent dans les champs et se gâtent et n'arrivent pas sur la voie pour la vente. Pas de voie d'accès pour les acheminer et les écouler. Au cours de notre tournage, nous avons croisé ce sexagénaire qui revenait du champ. Le chef de l'État nous a dit que cette voie, c'est sa voie. Je veux qu'il entende le cri de détresse de cette communauté, simplement. Détresse et angoisse caractérisent donc le quotidien des usagers de la voie qui relie à Thiémé et à Djakha dans la commune de Grand Popo. Une voie argileuse longue d'une 40aine de kilomètres qui dessert plusieurs localités. Des localités qui hébergent près de 50 000 âmes ici dans le département du Mono. Autre volet de l'actualité dans ce journal, la direction du parc national de la Pendjari a offert 50 poubelles métalliques à la mairie de Tanguieta à travers l'association communale hygiène et assainissement de la localité. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu vendredi à la mairie de cette ville en présence de plusieurs personnalités. Regardez. 50 poubelles métalliques à l'association communale hygiène et assainissement Achar de la commune de Tanguieta. Le geste émane de la direction du parc national de la Pendjari qui répond ainsi favorablement à l'une des doléances de la mairie afin de soutenir ses efforts pour une ville de Tanguieta propre. Ce geste de la part de la direction du parc national de la Pendjari fait suite à une demande qui lui a été adressé par la commune en vue de soutenir l'association qui s'occupe de l'hygiène et l'assainissement de Tanguieta. On est toujours aux côtés des communes riveraines pour pouvoir les accompagner dans leur action de développement au profit des communautés. L'objectif de African Park et de la direction du parc national de la Pendjari est de contribuer à une meilleure gestion des ordures ménagères dans la ville de Tanguieta, vitrine du tourisme dans la Takora. Voilà pourquoi le président de l'association récipiendaire a remercié le donateur pour cet accompagnement. Merci encore une fois APN pour son appui qui vient à point nommé et va faire un grand coup de pouce à notre association pour le bonheur des populations de Tanguieta et surtout à son assainissement. Je voudrais inviter APN à continuer à nous soutenir car le transport des ordures n'est pas une mince affaire. L'autorité communale a salué la détermination et l'engagement d'African Park et de la direction nationale du parc de la Pendjari. Je remercie vraiment African Park pour tout ce qu'il fait pour accompagner la mairie, non seulement pour améliorer les conditions de vie de nos populations autour du parc, mais aussi pour faciliter à la mairie l'entretien et l'aménagement de son cadre de vie de la population. C'est très important de nous vraiment saluer cette action-là. C'est un ouf de soulagement. Vous avez déjà trouvé là, on va mettre les ordures ménagères. Maintenant, il faut qu'on trouve là, comment on va les transporter, les amener à la décharge. Ça, c'est important. Là, vous devez vraiment combler tout ce qu'on a comme vide pour vraiment être efficace au profit de nos populations. C'est un geste modeste. Il y a beaucoup de besoins qui sont là, mais progressivement, en fonction des moyens dont nous disposons, on verra comment soutenir, accompagner les efforts des communes riveraines du parc. La direction des actions périphériques du parc national de la Pendjari promet de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Et dans le département du Mono, les autorités se préoccupent
et donc du phénomène des inondations observées actuellement sur une bonne partie du territoire national. Le sujet a été même au cœur des échanges lors de la réunion ordinaire de la conférence administrative et départementale, réunion tenue en milieu de semaine dans les locaux de la préfecture de Lokossa. C'est bien au titre du troisième trimestre de l'année 2022. Narcisse Alossé et Florent Dou. La gestion des inondations, la gestion des catastrophes naturelles. L'alerte donnée suite à ce phénomène cyclique vécu dans le Mono a fait mobiliser ici les membres de la conférence administrative départementale. Une mobilisation qui a été précédée quelques jours plus tôt de la mise en place des plateformes de gestion des catastrophes naturelles. Nous avons reçu le point au quotidien de la situation vécue dans toutes nos communes, mais tout particulièrement dans les communes vraiment frappées durement par cette situation, en l'occurrence la commune de Lokossa, Atiémé et Grand Popo. Donc nous avons fait le point des situations, en termes de culture dévastée, en termes de déplacement, en termes d'infrastructures socio-communautaires inaccessibles. L'eau, source de détresse des populations ici, est aussi source de vie dans sa forme potable. Et le point sur son approvisionnement dans le Mono a révélé des avancées notables. Aujourd'hui, nous sommes globalement à près de 95% de décès en milieu rural en eau. Désormais, ce ne sont plus les bonnes dames avec des bassines sur les têtes qui iront chercher les eaux, mais nous avons des infrastructures qui nous permettent d'avoir l'eau chez nous. Et il faut conscientiser maintenant les acteurs à adhérer et à s'abonner à ces diverses infrastructures pour que nous puissions apprécier l'utilité de l'exploitation de ces infrastructures. Il a été aussi question de la mise en œuvre du projet Suède dans le Mono. Le point a été fait au cours de ces assises. Nous avons sur les 60 espaces sûrs, ce sont des espaces d'échange et de formation donc, de nos filles scolarisées et déscolarisées. Sur ces 60 espaces sûrs prévus par le projet, nous avons déjà pour la juridiction de notre département installé 31 espaces sûrs qui sont vraiment opérationnels et qui reçoivent beaucoup de filles, de nos filles, donc des 6 communes du département du Mono. À ce sujet, il faut ajouter le point de la consommation des crédits au troisième trimestre de l'année 2022. L'état des lieux dans tous les domaines a été suivi des propositions ou recommandations. Nous avons eu une bonne moisson de propositions que nous allons traduire en instructions vers les différents acteurs impliqués et concernés pour que nous puissions répondre promptement, non seulement aux besoins en assistance de nos populations, mais également aux besoins de résultats de ces différents projets qui nous ont été présentés. Les membres de la conférence administrative départementale du Mono ont ainsi satisfait à ce rendez-vous statutaire qui leur permet chaque trimestre d'aborder des questions touchant la vie des populations relevant de leur juridiction administrative. Prochaine réunion, le mois de décembre 2022. Du Mono, on atterrit directement dans le département du Zou, pour être précis dans la ville Carrefour, la ville de Boïkondonko, pour parler de cette formation des leaders de partis politiques représentant des institutions de la République et qui sont impliqués dans l'organisation des élections et des représentants des organisations de la société civile. L'atelier est organisé par l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques ASCAP. Le thème des échanges est intitulé « Les nouveaux enjeux des élections législatives au Bénin ». Imet Hélène Mousson. Le rendez-vous est une occasion inédite dont le but est de mieux outiller les participants à avoir les armes nécessaires pour faciliter le travail aux institutions en charge de l'organisation des élections. L'atelier regroupe autour des organisateurs, des leaders des formations politiques, les organisations de la société civile, les acteurs des médias et autres. L'initiative de ces assises est portée par l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques ASPAC. Ces 2 jours de formation et d'échange, c'est une occasion inédite de rencontres politiques. Je parle de formation et non d'enseignement ou de cours magistral. La différence est importante, notamment en ce qui concerne l'interactivité, notamment en ce qui concerne la participation, les mises en situation et des exercices pratiques. Et enfin, la possibilité offerte aux participants d'évaluer la prestation des formateurs. Vous avez fait œuvre utile en initiant la présente activité de renforcement des capacités des acteurs politiques. C'est un gage important
pour que les prochaines élections législatives soient une compétition politique saine, transparente, crédible et emportant l'adhésion de l'ensemble des acteurs et les citoyens en général. Placée sous le thème « Les nouveaux enjeux des élections législatives », la rencontre intervient en prélude à l'échéance électorale du 8 janvier 2023. Les communications prévues portent sur les législatives à l'aide des réformes du cadre normatif, le contentieux électoral et celui pénal des élections législatives. Dans les échanges, les experts formateurs vont aussi aborder avec l'assistance la question de la représentativité de la femme sur les listes de candidature. Pendant 2 jours, les experts formateurs vous donneront tous les tenants et les aboutissants des instruments juridiques relatifs aux élections législatives désormais au Bénin. Ils vous expliqueront le cadre institutionnel et matériel, les dispositions du code électoral, le droit pénal électoral, le contentieux électoral, bref, tous les nouveaux enjeux électoraux. Alors cet atelier constitue un carrefour d'échanges et de discussions au cours duquel les acteurs de toute sensibilité, de tout bord politique et la société civile peuvent mener des débats constructifs dans le but d'aplanir les divergences qui pourraient perturber le bon déroulement des élections à venir. Démarré ce jeudi à Boycon, l'atelier va durer 2 jours. Il sera également meublé d'exercices et de travaux de groupe pour la Fondation Hans Sedel, partenaire technique et financier de l'ASPAC dans cette aventure. La démarche concourt à préparer les futurs candidats, militants et les sympathisants des différents partis politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, afin d'éviter les frustrations enregistrées lors des dernières consultations électorales. À Tanguieta, on parle de la journée internationale de l'alphabétisation qui offre l'occasion privilégiée aux acteurs à divers niveaux de l'éducation formelle et non formelle de se retrouver pour évaluer les efforts consentis afin de relever aussi les défis qui restent à atteindre. Mais tout ça pour combattre l'analphabétisme au Bénin et dans la sous-région. Les manifestations officielles de la 57e journée internationale d'alphabétisation ont été célébrées en différé au plan national à Tanguieta. Reportage. C'est la célébration en différé de la 57e journée internationale de l'alphabétisation. Pour cette édition, les différents acteurs impliqués dans la promotion de l'alphabétisation se sont mobilisés à Tanguieta autour du ministre à charge de l'enseignement secondaire pour évaluer les efforts déployés et les défis à relever en vue de faire reculer durablement l'analphabétisme au Bénin. La journée est célébrée ici au Bénin à l'instar de tous les pays du monde pour attirer l'attention de la population béninoise sur l'importance de l'alphabétisation dans le système éducatif de notre pays. Elle permet de souligner que lutter pour le droit à l'alphabétisation, c'est se battre pour le droit de tous à une réelle participation sociale, économique, culturelle et politique. Cette célébration est couplée avec le lancement officiel du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation, PAGEDA 2, une deuxième phase qui, en plus des départements de la Liborie et du Borgou, précédemment touchés par la première phase, prend cette fois-ci en compte la Takora et la Donga. Nous manifestons notre fierté quant à l'extension du PAGEDA dans les départements de la Takora et de la Donga qui, à travers la gestion décentralisée de l'alphabétisation, permettra à nos nombreux artisans et artisanes de pouvoir apprendre dans leur langue maternelle. Nous espérons que le PAGEDA permettra aux communes de la Takora, du Borgou, de la Liborie et de la Donga d'exercer à terme une maîtrise d'ouvrage de l'alphabétisation telle que voulue par les lois de la décentralisation. La nouvelle vision imprimée au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a permis d'entreprendre quelques actions significatives pour l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. Ainsi, la mise en œuvre du volet lien alphabétisation, formation professionnelle numérique est concrétisée par la rédaction d'un référentiel intégré d'alphabétisation et
de formation professionnelle en lien avec le numérique. Des efforts consentis pour inverser la donne. Pour y arriver, l'on veut désormais transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation. Mesdames et messieurs, notre présence ici à Tanguita est l'occasion de repenser l'importance fondamentale des espaces d'apprentissage, d'alphabétisation pour renforcer la résilience et assurer une éducation de qualité équitable et inclusive. Par espace d'alphabétisation, il faut entendre l'environnement physique, socio-culturel et politique, les matériaux d'apprentissage, les activités nécessaires pour faciliter la création de dits espaces. Ainsi, les espaces traditionnels d'apprentissage doivent céder la place à de nouveaux espaces d'apprentissage plus adaptés aux besoins des populations. La remise d'accord de financement et Pageda a mis un terme aux manifestations. Et maintenant, les membres du réseau Inspire de l'Afrique de l'Ouest sont en réunion à Cotonou depuis le 26 septembre dernier. C'est un atelier de réflexion sur les stratégies de mise en œuvre du programme 2022-2026 de WSM-DGD. Les travaux ont pris fin hier, ici même à Cotonou, par une présentation de chaque pays participant. Ali Moumouni et Eder Onkwevi nous en parlent. 5e et dernier jour de l'atelier de réflexion sur les stratégies de mise en œuvre du programme 2022-2026 de WSM-DGD de Inspire Afrique de l'Ouest. Priorité est donnée aux échanges d'expériences entre les différents pays membres du réseau pour consolider et uniformiser les actions afin de déterminer l'agenda commun au niveau de la sous-région. Parce que c'est la raison d'être même de ce réseau Inspire. Il y a 3 mots qui marquent vraiment ce que c'est Inspire. Un réseau thématique, un réseau multi-acteurs et un réseau bien structuré. Je voudrais remercier tous les participants, les représentants pays, Inspire, des Inspire nationaux, je veux dire, qui se sont engagés dans la mise en œuvre donc, de ce programme et qui, à travers cet atelier, se sont appropriés les grandes lignes de ce programme. Les différents pays membres ont exposé leur agenda au cours de cette dernière séance. Après le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Sénégal et le Togo, c'est la présentation du Bénin qui a clôturé les débats. Inspire, c'est un réseau international qui défend le droit à la protection sociale des populations. Et si je dis droit, je dis droit. Parce que souvent, beaucoup de décideurs continuent à percevoir la protection sociale peut-être comme une espèce de charité. Mais en fait, si on regarde tous les textes légaux au niveau international, non, il s'agit bien d'un droit, un droit humain. Et tous et toutes, hommes et femmes, toutes catégories confondues, doivent pouvoir bénéficier de ce droit. Dans sa mission de protection sociale, le réseau Inspire intervient dans plusieurs secteurs, dont la santé, l'économie et la formation professionnelle. Et c'est cette diversité qui le caractérise à travers son principe multi-acteur. Et c'est ça la force de ce réseau. Parce que bien que chaque acteur ait sa spécificité et son expérience en lien avec le droit à la protection sociale, ce qui les relie ici dans le réseau, c'est que en apportant cette expertise, en la mettant à disposition de chacun et de chacune, on se renforce mutuellement, réciproquement. Et ça, in fine, fait aussi que nous pouvons porter cet agenda de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus impactante. Faut-il le souligner, en dehors de ce rendez-vous qui se tient au Bénin, les membres du réseau Inspire des autres régions, aussi bien continentales que mondiales, se réunissent aussi. Tout ceci pour harmoniser leur stratégie. Une immersion au sein de l'AME, la classe 2002 des forces armées béninoises, et qui célèbre ses 20 ans de carrière. Dans ce cadre, plusieurs activités sont organisées pour commémorer cet événement, dont une marche sur plusieurs kilomètres et des prières pour rendre grâce à Dieu. La célébration est aussi l'occasion pour les agents de la promotion 2002 de se retrouver pour définir de nouveaux objectifs afin de terminer en beauté le reste de leur carrière. Regardez.
C'est une marche militaire qui lance officiellement les manifestations des 20 ans de la promotion 2002 des forces armées béninoises. 20 ans de carrière au service de la défense de la patrie, célébrés pour exprimer leur reconnaissance à Dieu qui, durant ce parcours, leur a permis de servir la nation malgré la complicité de leur mission. La classe 2002 des Brésiliens, comme ils se font appeler, est caractérisée par la solidarité et le travail bien fait. Cet événement du 20e anniversaire réunit donc une bonne partie des 500 personnes ayant suivi leur formation à l'École nationale des sous-officiers de Ouidah. Nous avons perdu beaucoup de camarades. Récemment, nous en avons perdu sur le champ de bataille au nord du pays. Donc aujourd'hui, c'est une action de grâce pour nous qui continuons à servir les armes. Et nous voulons aussi profiter, nous souvenir de nos camarades qui ne sont plus avec nous. Quand vous regardez le bilan de la classe 2002, aujourd'hui c'est 14 officiers formés, dont des officiers supérieurs. C'est aussi plus de 300 sous-officiers. Et dans la promotion, nous comptons moins d'une centaine de militaires de rang. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à divers niveaux de responsabilité, nous avons le commandement, nous exerçons nos prérogatives. Nous défendons la nation dans toutes ses composantes. Et vous retrouvez aujourd'hui les membres de cette classe 2002-2 dans toutes les unités des forces armées béninoises. Ces retrouvailles permettent aux différents corps de la promotion éparpillés un peu partout dans le pays de se retrouver. Et pour cette action de grâce et ce moment de réjouissance, le comité d'organisation des 20 ans de la classe 2002 a prévu plusieurs activités. Des activités autorisées et soutenues par le chef d'état-major des forces armées. Nous avons la marche de cohésion que nous effectuons ce matin. Après, à 10h ce matin, nous avons une messe d'action de grâce et pour le repos des âmes des défunts de la classe 2002-2 que nous faisons à l'église catholique Saint-Michel de Cotonou. Ensuite, il y a la prière musulmane qui se fera à la mosquée de Kadiaon à 13h. Il y a aussi un culte des religions endogènes qui se fera également à 13h. Et à partir de 15h, aujourd'hui, nous avons des jeux divers. Et demain, nous avons organisé une soirée dînatoire qui se passera à Lucide Palace de Godomé, où nous allons pouvoir nous retrouver autour des sonorités musicales du Bénin et autour des bons mets du Bénin pour pouvoir réellement rendre grâce à Dieu pour tout ce chemin que nous avons passé. Loin d'être une simple fête, la célébration des 20 ans de carrière permet aussi à ces hommes dévoués et prêts pour la patrie de se fixer de nouveaux objectifs dans le cadre du reste du temps à passer au sein de l'armée béninoise. Un mot sur l'art dans ce journal. Les 3 finalistes du programme African Space Art Project dévoilent ce samedi l'ambassadrice de tout un continent à la Fondation Claudine Talon. Eh bien, il s'agit d'une œuvre d'art unique réalisée pour donner à l'Afrique toute la place qui lui revient dans sa lutte contre le réchauffement climatique. Les responsables du projet ont annoncé le programme de vernissage de présentation de la toile. C'était hier vendredi à la Galerie nationale de Cotonou. Les artistes Michel Ekeba, Jean-David Nkot et Géraldine Tobé sortent le grand jeu. Dans un travail collectif à la manière africaine, ils réalisent ensemble la coiffe du lanceur Ariane 5, premier satellite à mettre sur orbite au-dessus de l'Afrique. C'est une contribution pleine de sens pour afficher la position du continent noir, le moins pollueur de tous, dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une œuvre d'art dénommée Memory of Today, Memory of Future, dont le vernissage est pour ce samedi 1er octobre 2022. Cette œuvre, effectivement, sera exposée ici pendant 15 jours au Bénin et elle sera exposée ensuite, elle sera un peu vue sur tous les plateaux au moment du lancement de ce satellite. C'est très important, ça va être vraiment repris sur tous les plateaux du monde entier, donc on va pouvoir l'admirer partout et on la présentera également en Afrique du Sud en février 2023 en présence des artistes. Les finalistes du programme African Space Art Project, issus d'un appel à candidature de 60 artistes de tout le continent au départ, ont bénéficié d'un appui particulier d'un de leurs jurés. Le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts a facilité la conception de la toile ambassadrice de tout un continent
sur la planète Terre et dans l'espace, en offrant les 2 mois de résidence de travail aux artistes Awida. L'art doit servir à défendre des causes, à mettre en avant des problématiques, et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons de belles œuvres qui ont du sens, qui représentent le continent africain, qui représentent notre beau continent africain, et qui vont faire le tour du monde pour sensibiliser les différents publics sur tous ces problèmes de dérèglement climatique. Ce qui est magnifique dans cette espèce d'œuvre gigantesque, qui est une véritable, un peu une cartographie cosmique d'une Afrique universelle qui s'adresse au reste du monde, c'est que vous retrouverez des signes de la cosmogonie Dogon, et ce qui prouve que bien avant cette espèce d'aventure spatiale qui a été préemptée par quelques superpuissances, en fait c'est ici en Afrique fondamentalement qu'on a réalisé la première carte de l'espace. L'exposition de l'œuvre d'art se déroule 2 semaines durant à la Fondation Claudine Talon après le vernissage de ce 1er octobre. Le satellite africain que va coiffer cette œuvre sera lancé en décembre 2022. En sport, pour boucler la boucle, je vous le disais dans mes titres, les stades du Bénin vibrent depuis quelques jours au rythme des tournois inter-arrondissements, initiative du gouvernement portée par le ministère en charge des sports. Dans le département du Koufo, le coup d'envoi a été au stade Omnisport de Diakotomé. Retour sur les temps forts de cette cérémonie de lancement avec Nassis Alossé et Florent Dou. Coup de pied du préfet dans le ballon et top départ pour le tournoi inter-arrondissement des moins de 17 ans dans le département du Koufo. C'est parti pour une semaine de compétition initiée par le gouvernement pour détecter des talents afin de mieux assurer la relève au sport béninois. In fine, c'est avoir une académie sportive qui regroupera ces talents que nous avons dénichés et ils seront payés, nourris, logés, soignés. Et c'est la finalité de ces inter-arrondissements qui est différent de tout ce que nous avons l'habitude d'organiser de façon classique. Le gouvernement s'est inscrit dans la dynamique de donner vie à tous les sports. Donner vie à tous les sports. À travers les infrastructures, à travers les hommes. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Vous voyez, nos enfants sont en train de faire une démonstration terrible. De ceux-là qui vont lever très haut le drapeau de notre pays, le Bénin. Ici à Diakotomé, des équipes venues des 10 arrondissements vont s'affronter autour de plusieurs disciplines, dont le football, le handball, le basketball, aussi bien au niveau des garçons que pour ce qui concerne les filles. Et il y a des sélectionnés qui sont là, les encadreurs sportifs que nous avons sur le terrain qui sont là, qui font des détections. Et après ça, nous allons reverser ça au niveau d'un panier qui nous permettra d'avoir une sélection au niveau de chaque commune dans ces différentes disciplines. Il n'est pas bon de parler d'équipes perdantes et d'équipes gagnantes. Et que nous devrions raisonner comme Nelson Mandela qui estime que dans un jeu, dans une lutte, soit vous gagnez, soit vous apprenez des autres. Pas de laurier donc pour les meilleurs. L'objectif étant de dénicher des génies. Et déjà, l'on se montre admiratif de l'initiative ici. C'est un honneur pour nous de voir notre commune abriter le lancement de ce championnat U17. C'est une chance pour nous. Le gouvernement a permis à ce que ça se déroule dans toutes les communes. Et comme ça, dans le fin fond du Bénin, on pourra détecter des jeunes talentueux qui pourraient valablement relever le défi dans le sport, dans le futur. Et l'espoir est permis au regard du spectacle offert par les acteurs de la rencontre inaugurale. Une rencontre qui a mis aux prises l'équipe de Diakotomé 1 en maillot noir et celle de Quinquinhoué en bleu ciel. Après une première mi-temps dominée mais sans réussite devant les buts adverses, les jeunes de Diakotomé 1 ont été surpris à l'aube de la seconde période de jeu sur l'une des rares occasions de but de Quinquinhoué. Et le score n'a pas changé jusqu'au coup de sifflet final. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Bonsoir chez vous.